Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture pour notre émission Handicap à la ferme. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Pavlak. Il faut prendre le micro, Maxime, je suis troublé à cause de ça. Bonjour. Ça va, Ça Maxime? va très bien. Je suis très heureux de t'avoir ici dans cette émission. Romain Farou, bonjour Romain. Bonjour Jean-Paul. Je te connais bien et on va avoir l'occasion justement d'échanger. Et puis aussi Valérie, bonjour Valérie. Bonjour Jean-Paul. Alors Valérie, tu diriges quoi? En fait, je suis directrice générale déléguée d'Unilassal, école d'ingénieurs, de vétérinaires, bachelor plus récemment, donc des bac plus 3, et dans le domaine de l'agriculture, l'agronomie, l'agro-industrie, l'alimentation, la santé. Voilà, au cœur du salon de l'agriculture aujourd'hui. Bon, on aura l'occasion d'en reparler à la fin de l'émission. Romain, je te connais depuis longtemps, plusieurs années, et tu es le papa de Paloma. Exactement, tu m'as connu lorsque j'apportais dans le monde agricole qui m'est très cher l'innovation digitale et j'ai eu l'occasion de rentrer dans un autre environnement qui m'est tout aussi cher désormais, qui est celui du handicap, dans lequel j'ai eu l'occasion de voir que mon esprit innovateur pouvait également trouver quelques initiatives à porter. Donc j'ai accompagné ma fille sur l'intégration de quelques outils un petit peu innovants dans son parcours éducatif. Mais ce qui m'a intéressé de traiter autour de l'émission que tu proposes, c'est justement du fait qu'il y a deux mondes. Moi j'ai un pied dans ces deux mondes, le monde agricole, le handicap, qui je trouve ont des tas de valeurs en commun et à la fois se connaissent assez peu. Bien qu'on va voir des initiatives qui sont assez locales et propres à chacun des intervenants, qui montrent que des choses se font, on peut peut-être trouver qu'il n'y en a pas encore suffisamment et qu'il peut y avoir une animation autour de cette mise en commun des deux environnements. Alors, valeurs en commun, par exemple. Résilience. J'ai réfléchi un peu avant de venir. La grande valeur du monde agricole quand c'est dur, c'est de ne pas se plaindre et c'est d'avancer. C'est d'être résilient. Quand on rentre dans le monde du handicap, je peux vous assurer que cette valeur-là, on la met à l'œuvre et qu'heureusement qu'on est même rodé à ça pour encaisser tout ce qu'il va y avoir de foncièrement assez rude dans le handicap. Il y a une notion de dignité également, je trouve. Dans le monde agricole, on ne se plaint pas. Quand on se plaint, c'est vraiment qu'on arrive un petit peu déjà au bout de sa capacité à résister. Donc oui, il y a des valeurs communes autour de ça, je trouve. Et puis après, dans l'aspect pratique de la manière de rééduquer des enfants en situation de handicap, et encore une fois, ils sont nombreux, le plaisir d'être dans des choses très concrètes et très réelles avec le monde agricole tout de suite. Quels que soient les sujets, c'est tout de suite concret, réel, tangible, ce qui pour une certaine partie du monde du handicap peut être profitable. En tout cas, il y a donc un point commun qui est la diversité des filières agricoles. Quand on connaît le monde agricole, on a du mal à définir l'agriculture. Il y a plein d'agricultures, il y a plein de filières, il y a plein de territoires, il y a plein de structurations. Et dans le monde du handicap, encore plus. Il y a plein de handicaps. Il n'y a pas deux champs qui se ressemblent. Il n'y a pas deux handicapés qui se ressemblent. Et donc, c'est beaucoup de difficultés à arriver à faire des standards dans un environnement dans lequel on est au cœur du vivant. Et donc, il n'y a pas de standard. Et on peut profiter de chercher à avoir des méthodes efficaces qu'on va déployer de manière globale et à la fois rester attentif au fait qu'il n'y a jamais deux cas réellement similaires. Ça, c'est des choses que je retrouve dans ce que j'ai connu autour de l'innovation et de l'agriculture. L'innovation m'avait permis de mettre le doigt sur la diversité des filières agricoles. Et le travail d'accompagnement dans le handicap me permet de mettre le doigt sur le fait qu'il y a une diversité aussi. Il y a une très grande diversité. Tu es issu d'une famille du Poitou? Oui. D'agriculteurs? Oui. Comment est perçu le handicap, justement, dans sa famille d'agriculteurs dans le Poitou ou ailleurs? Alors, je parlerai de mon cas personnel. Après, quelle généralité on peut en faire, je vous laisse arbitrer. Mais c'est vrai que j'ai trouvé un regard assez dur, assez froid sur le handicap. Pas forcément une grande aisance au départ. Une forme de considération un petit peu utilitaire, à se dire bon, ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette personne qui ne peut pas exprimer tout son potentiel. Comme si on avait encore besoin de personnes pour récolter, pour travailler.
Oh, j'ai été d'une enfance qui a montré qu'on pouvait avoir besoin de bras sur une ferme encore aujourd'hui, Même s'il y a des tracteurs et tout ça. Voilà, les enfants d'agriculteurs sont toujours les bienvenus pour bosser sur la ferme. Les petits-enfants à un degré différent. Bon, là, en tout cas, il y a une petite fille qui pourra, comme pour d'autres choses, être plus passive qu'active. Et ça pose question. Et ce n'est pas une question malsaine. Il y a beaucoup de questions tabous autour du monde du handicap qu'on affronte et dont on se dit elles ne sont pas forcément faciles à appréhender pour le grand public et pour, a fortiori, des... Et tu pourrais m'en citer une, par exemple? Une question taboue? Tu veux pas? Foncièrement, une question taboue au niveau du handicap, alors on vient vraiment dans la réalité de l'intimité de ce que c'est que de vivre ça. C'est la sexualité. Oui. C'est ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas aborder. On commence à peine à l'aborder dans la société, de toute façon. Hein. Non, je pense même qu'on ne l'aborde pas. Enfin, déjà, dans le milieu du handicap, on a du mal à l'aborder. Oui, on a déjà du mal à l'aborder. Imagine en dehors, mais c'est des vraies questions. Quand on est concerné par la vulnérabilité des personnes qu'on accompagne et qu'on aime, on se les pose ces questions. Il faut se regarder en face. Et je trouve que venir du monde agricole, quand même, a cette vertu d'être un peu plus bâti à chaud et à sable sur ces sujets, de dire on est un peu déniaisé quand même sur certains sujets, on n'est pas idéaliste parce qu'on met les mains dedans. Et quand on met les mains dedans pour l'insémination des animaux, je dirais qu'on a des fois un regard sur les choses qui est un petit peu plus cru et que c'est pas mal parce qu'il y a quand même des vrais sujets dans la vie quotidienne avec le handicap qui sont foncièrement crus. Aujourd'hui, tu dis il y a peut-être un acteur, il y a peut-être une idée, un projet à faire pour faire avancer justement la cause du handicap. Qui pourrait jouer le rôle de médiateur entre ces deux mondes qui ont des valeurs communes, qui ont la diversité comme point commun aussi, et peut-être qui auraient besoin de se rencontrer? J'ai ma petite idée, mais je la soumets sans en avoir parlé aux personnes concernées. Je trouve que les chambres d'agriculture sont un acteur territorial, à mission, qui pourrait certainement, comme il le fait pour des fermes pédagogiques, travailler une logique de fermes pédagogiques qui ont une vocation plus inclusive que la moyenne. Alors j'ai pris un exemple d'une ferme pédagogique tenue par une éducatrice qui est dans le 78, qui s'appelle Il était une ferme, qui fait ça parce qu'elle est éducatrice. Donc elle fait ce lien elle-même entre l'agriculture et le monde des écosystèmes autour du handicap, soit pour les enfants avec les CESAT, soit pour les adultes avec les ESAT, et qui trouve des formules toutes bêtes. C'est toujours tellement tout bête que c'est sidérant de se dire pourquoi on n'y a pas pensé, pourquoi on n'en parle pas plus. Moi, ma fille, quand elle me dit, quand je fais faire un enclos à des enfants handicapés qui ont des troubles cognitifs, je les apprends à compter parce qu'on va faire 5 pas entre chaque poteau. Je les apprends à aller au bout d'un travail. Je les apprends à faire ça dans un environnement qui est plaisant et qui est vaste par rapport à leur bulle. Parce que souvent, ils ont un problème de bulle, ces enfants-là. Là, ils ouvrent la bulle au plein air, beaucoup plus que dans une salle de psychomote où, même si c'est très bien, parce qu'on est ravis qu'il y en ait, mais il y a plein d'autres choses à explorer qui complètent ça. Les animaux ? Les animaux, les machines. On est tous des grands enfants. Les handicapés donc ont des troubles cognitifs restent des grands enfants encore plus longtemps que nous et même restent des grands enfants dans l'absolu. Ma petite Paloma, elle monte dans le tracteur de Papou, elle va au bout du monde. Hein. Elle me dit au revoir. Hein. Elle se sépare jamais de moi, hein, sauf quand il s'agit de monter dans le tracteur de Papou. Hein, là, ou de Tata ou de Tonton. Il y a les animaux, pas toujours, ça dépend des troubles. Elle, typiquement, c'est pas les animaux qui l'attirent beaucoup plus, elle a plutôt peur. Mais quand on connaît les deux mondes, on voit tellement de choses qui peuvent être capitalisées de l'un vers l'autre. Et une dernière idée, pour capitaliser dans l'autre sens, mon épouse, elle est aidante, et donc elle ne peut pas travailler. C'est ça la réalité, ça. La vie personnelle et la conduite d'une carrière pro quand on a un enfant handicapé, soit pour maman, soit pour papa, c'est mort. Donc chez nous, on a décidé que c'était papa qui faisait tourner la boutique et mon épouse, elle ne peut pas travailler. Et le monde professionnel ouvre des perspectives aux gens handicapés, mais pas à leurs aidants. Les avantages, si on peut parler d'avantages, le fait qu'il y ait une contrainte à employer des personnes en situation de handicap, je pense qu'elle devrait être étendue aux aidants, parce que les aidants, comme les personnes handicapées, ont des difficultés à travailler. Et le monde agricole qui a besoin de main-d'œuvre devrait peut-être réfléchir à une façon de s'approprier ces initiatives avant les autres pour faire venir à la ruralité, et l'exemple de Maxime en est un petit peu l'incarnation, des personnes d'environnements différents qui, parce qu'ils rentrent dans le monde du handicap, peuvent retrouver les valeurs du monde agricole et peut-être même
s'employer à aider le monde agricole par les manques qu'il a cruellement du fait de la ruralité dans laquelle il évolue. Romain, merci beaucoup. Merci à vous. Pour ce parcours. Maxime, toi, tu étais dans une start-up, dans l'informatique, raconte-moi un peu. Oui, moi j'étais éditeur de logiciels, donc j'avais monté une boîte que j'avais vendue quelques temps auparavant, mais j'étais toujours à la présidence de cette boîte avec un job qui ronronnait bien. Et autour de la quarantaine, j'ai eu une petite crise de sens. Ça a été ma crise de la quarantaine probablement, où j'ai eu envie de me mettre au service de quelque chose qui avait plus de sens, qui avait plus d'impact, impact environnemental, impact sociétal. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à l'agriculture, secteur dont je ne suis pas issu, que je ne connaissais pas, mais où j'ai senti qu'il y avait énormément d'impact positif possible, tant sur les aspects du carbone, de l'eau, de la biodiversité, donc environnemental, mais aussi sociétal, avec un secteur une partie est en souffrance, en difficulté, qui est le secteur qui subit en premier lieu les aléas climatiques et les dérèglements. Donc on va dire, moi je suis préoccupé par les enjeux climatiques, mais aussi par les conséquences et les gens qui en sont les victimes. Et c'est eux qui sont en première ligne. Et par ailleurs, j'ai découvert aussi un monde en souffrance, notamment sur les situations de transmission de ferme, comment transmettre sa ferme, et de difficultés à s'installer. Donc voilà, l'envie de me mettre en mouvement, elle me trottait dans la tête, on va dire. Tu avais des convictions écologistes, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut employer, et tu avais envie de passer à l'action. C'est ça, écologie au sens large, ouais, et sociétal. Et puis on a accueilli notre troisième petite fille. Donc je suis papa moi de 3 petites filles, 2 grandes de 7 ans maintenant et ma petite dernière Faustine qui a 5 ans. Et on a accueilli Faustine et tout allait bien pour Faustine au départ. On a découvert plus tard qu'en fait elle était atteinte d'un handicap génétique, donc d'une anomalie génétique sur le chromosome 15 qui entraîne des très lourds retards cognitifs. C'est des enfants qui, quand ils grandissent, même adultes, ne peuvent pas parler et ont une interaction, une compréhension limitée, un syndrome autistique assez poussé. Et quand on a vécu en fait la première crise d'épilepsie de Faustine, on ne savait pas ce que c'était. On voyait bien qu'il y avait un problème et ça a été le premier déclenchement d'un long parcours médical. Ça a pris 6 mois entre ces premières révélations, incidents, on va dire, et le diagnostic, puisqu'il a fallu faire une analyse génétique et que ça prend du temps. Et au bout de 6 mois, on a su qu'elle avait ce syndrome qui s'appelle DUP15Q, donc c'est une duplication d'une partie du chromosome 15. Et effectivement, j'avais cette réflexion qui datait d'avant l'arrivée de Faustine. Et là, le soir du diagnostic, je me suis levé en pleine nuit pour faire le business plan de ma boîte. Parce qu'en fait, alors, il y a deux raisons à ça. Je pense qu'il y a une manière d'essayer de sublimer la souffrance dans l'action, de se dire ok, je passe à l'action, mais il y a aussi l'idée de se dire que quand on est connecté à travers sa fille ou soi-même à la maladie, au handicap et en fait à sa propre vulnérabilité, on est capable d'aller au-devant des autres qui souffrent ou qui sont victimes, puisqu'on fait partie du club. On se connecte à cette souffrance et on est capable d'aller la rencontrer. Et probablement qu'un des freins que j'avais, c'est que moi, le monde agricole me faisait un peu peur, notamment, j'avais cette image un peu qui est beaucoup relayée que c'est un monde où il y a beaucoup de suicides, où c'est difficile, etc. Ce qui est une réalité statistique, mais évidemment, ce n'est pas que ça. Et ça m'a complètement aiguillonné pour me mettre en mouvement, en fait. Voilà. Et tu as créé Eloi. Donc Eloi, vous faites quoi ? Oui, donc Eloi, on s'attaque en fait à une problématique qui est absolument majeure, qui est la transmission des fermes à une nouvelle génération d'agriculteurs. Il y a 400 000 fermes en France, il y en a 1 sur 2 à transmettre dans les 10 ans, 200 000 à peu près, donc 20 000 par an pendant 10 ans. Et aujourd'hui, la tendance, c'est que 1 sur 2 ne serait pas reprise par un jeune qui s'installe. C'est un peu moins aujourd'hui, mais c'est la tendance. Ça veut dire perdre 10 000 agriculteurs par an, tous les ans, voilà, qui ne sont pas remplacés. On perd 100 000 agriculteurs dans les 10 ans. Aujourd'hui, l'une des raisons pour lesquelles les fermes ne se transmettent pas, c'est parce que la nouvelle sociologie
des candidats à l'installation, cette sociologie a changé. On est à 60% des gens qui sont non issus du milieu agricole. Donc c'est des gens qui vont devoir acheter leur ferme. Pour acheter une ferme, il faut pouvoir se la payer. Déjà, il faut 10% d'apport à peu près. Donc ils cherchent des fermes qui sont différentes de ce qu'il y a à transmettre. Il y a beaucoup de fermes à transmettre, mais ça ne correspond pas. C'est pas la bonne production, c'est pas le bon prix, c'est pas la bonne taille, c'est inadapté en fait. Et donc il y a des porteurs de projets, nous on en rencontre tous les jours, qui cherchent depuis 3 ans, qui ont raté 3 fois et qui laissent tomber. Alors que c'était des porteurs de projets formés, très bien, avec un apport. Mais en fait, voilà. Donc le métier, la mission des lois, c'est de se dire, partant de cette offre qui ne rencontre pas la demande, comment on fait pour adapter l'offre à la demande? Comment on va voir des agriculteurs en transmission et on leur explique qu'il faut penser au-delà de la reprise à l'identique, adapter leur ferme ou penser à l'adaptation de leur ferme pour qu'un repreneur puisse faire autre chose demain, différemment, autre chose, une autre production. Et on les aide à faire ça. On trouve les repreneurs sur la cible qui a été définie, là où les cibles, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on se rémunère auprès du cédant qui va nous payer une commission sur la transaction réussie. Voilà. C'est le diagnostic de Faustine qui a été l'élément déclencheur justement pour aller vers ce nouveau métier. Est-ce qu'au final, ça correspond à ce que tu imaginais? Le monde agricole, non. Non. Il y a un autre rapport avec le handicap, peut-être, c'est la complexité administrative qui est intéressante. On pourrait. Ça fait tilt là. Très juste. J'avais pas idée. Je me serais probablement pas lancé d'ailleurs. Voilà, on dit toujours que on savait pas que c'était impossible, donc on l'a fait. Mais voilà, en réalité, oui, la complexité du modèle qu'on a imaginé, de dire nous on va aider des fermes à se transmettre, déjà s'intégrer dans l'écosystème agricole avec toutes ses dimensions, toute sa complexité, etc. Ça a été un parcours du combattant assez long. J'ai pas trouvé des portes vraiment fermées, mais j'ai pas trouvé d'aide non plus. Voilà, on va dire encore un bobo parisien qui veut faire de l'agriculture, vas-y, fais tes preuves et puis si dans 3 ans tu es toujours là, on commencera à discuter. Il y en a qui vont y arriver quand même. Il y en a, mais voilà, mais aujourd'hui on est 20 personnes, on a quasiment 400 projets en cours de transmission. Donc on a démontré désormais, on commence à le faire, voilà, et on commence à nous parler. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas trouvé une ouverture incroyable et au début ça m'agaçait un peu et je savais pas que le monde agricole était très, je vais pas dire fermé parce qu'on m'a pas non plus mis de bâton dans les roues, mais on m'a pas aidé et c'est plutôt fait tes preuves. Voilà, c'est un monde. C'est un manque d'inclusion peut-être venant à l'extérieur, non, du monde agricole. C'est un manque d'inclusion effectivement et on pourrait peut-être le comparer au manque d'inclusion des personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, j'ajouterais qu'il y a aussi pour le monde agricole des débouchés pour les personnes en situation de handicap pour travailler tout simplement, que ce soit en saisonnier ou que ce soit en CDI. Il y a aujourd'hui pour les personnes qui ont un handicap physique ou mental la possibilité de recevoir des subventions en tant qu'employeur si on recrute, qui viennent compenser en fait le manque à gagner entre guillemets de productivité. Je pense qu'on manque encore de pédagogie sur cet aspect-là parce que il y a vraiment de belles opportunités pour que des personnes en situation de handicap puissent travailler au champ plutôt que dans un atelier toute la journée. Tout à fait. Moi, il y a un écosystème agricole dans lequel j'ai commencé à pousser quelques idées à l'occasion de ce qui nous amène. Et finalement, c'est une manière d'ouvrir une boîte de Pandore au niveau de la ferme digitale et toutes ces startups et tous les acteurs qu'on va trouver qui sont très proches du monde agricole. J'ai découvert qu'on avait des liens familiaux aussi au niveau du handicap qui étaient nombreux. Des initiatives, même je pense à quelqu'un de chez Mycofito qui est maire de Châteauneuf-sur-Grasse, qui a un ESAT agricole. Donc il y a des choses qui existent. On n'est pas là pour dire il n'y a rien qui existe, mais moi en bas de chez moi il n'y a rien qui existe. Mais on n'en parle pas. Et on n'en parle pas. Ouais. Et on oublie et on perd quelque chose de vue qui est précieux, c'est qu'il y a une très forte solidarité dans on fait partie du club ou de la grande famille. Voilà, on rentre dans une grande famille avec le handicap. On est dans une grande famille avec le monde agricole et vraiment les liens entre les deux, ils vont pas être standard, il n'y a rien de standard dans les deux, donc mais il faut avoir l'idée qu'il y a quelque chose à creuser et qu'il y a forcément des compensations intéressantes à aller trouver entre les deux. Et donc Châteauneuf-sur-Grasse, vraiment ça m'a intéressé de parler avec lui pour comprendre tout ce qu'il pouvait faire et pour la sensibilisation à sa société civile aux problèmes de handicap et l'action concrète de rééducation, travail pour les personnes handicapées, très structurée,
et une ouverture et une logique même de politique publique assumée dans cette direction pour un tiers de tous les marchés publics dédiés aux organismes qui font travailler les personnes handicapées. Valérie Leroux, comment est pris en compte le handicap justement dans une école d'ingénieur ou de veto? Oui. Alors je crois qu'en fait dans ce qu'on dit, dans ce qu'on échange là, en fait il y a une part importante aussi qui est finalement la formation. Et en fait aussi faire quelque part un peu sauter le verrou de parce qu'on a un handicap, on ne peut pas faire des études. Donc quelque part ça, nous on avait la conviction que c'était pas le cas. Donc aujourd'hui en fait à Unilassal on a 4100 élèves sur nos différents campus. On a 6,6% des étudiants qui sont en situation de handicap. Au niveau du ministère de l'enseignement sup, c'est 2,2% globalement d'étudiants qui sont en situation de handicap et qui continuent leurs études. Donc aujourd'hui, on est presque à 7, on va dire. Donc on accompagne pratiquement 270 élèves qui sont en situation de handicap avec différentes formes de handicap. Bien sûr, des handicaps cognitifs, c'est un peu plus de la moitié des élèves qui sont dans ces situations-là. Mais aussi des étudiants qui ont des handicaps plus profonds, plus lourds, la cécité, la surdité, des handicaps moteurs. Donc ça veut dire qu'on a déjà un travail à faire pour dire que ce n'est pas impossible d'aller se former, c'est donc pas impossible de rejoindre le monde agricole et à des niveaux de formation extrêmement variés. Comment on y est venu? Et c'est intéressant parce que ça fait écho à ce que tu disais, Romain, sur les valeurs. En fait, Unilassal, on hérite de la tradition lassalienne. C'est 300 ans d'expérience éducative. Et au début, Jean-Baptiste de Lassalle, qui a fondé cette école, et qui est devenu aujourd'hui le patron des instituteurs, donc en fait qui est vraiment quelqu'un d'un patron de l'éducation, on va dire, on pourrait dire, eh bien, il y est venu avec la conviction que pour le monde rural, on avait besoin d'aller éduquer les enfants. Il y a 300 ans, eh bien, c'était des enfants qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire, qui ne savaient pas compter. Donc il fallait former des écoles professionnelles et il fallait... Sa conviction, c'était qu'on allait lutter contre les pauvretés, c'est comme ça qu'il le disait, par l'éducation. Et finalement, si on relie aujourd'hui ce que sont nos pauvretés, elles sont multiformes aujourd'hui dans nos sociétés. En fait, on pourrait dire des différences, on pourrait dire de la périphérie. Et les élèves, les jeunes en situation de handicap, eh bien, c'est une de ces formes. Donc voilà comment nous y sommes venus. Donc on a beaucoup investi sur cette mission. Au début, grâce à des entreprises qui nous ont soutenus et qui nous ont dit, bah oui, si vous voulez faire quelque chose pour accompagner des élèves en situation de handicap, bah, on vous donne des moyens, parce qu'il faut mettre, comme vous le disiez, il faut du temps. C'est les aidants ou c'est du personnel pour nous dans nos établissements qui vont prendre du temps pour être avec ces élèves-là. Donc on a démarré avec des entreprises qui nous ont soutenus. On a reçu aussi le soutien, il faut le dire, du ministère de l'Agriculture pour des adaptations, parce qu'on a parfois besoin d'adaptation. Et en fait, on a fêté les 10 ans de la mission handicap de l'école l'année dernière. Donc aujourd'hui, voilà, on arrive aussi à faire évoluer les réglementations, parce que pour la diplomation, il y a aussi un certain nombre de règles ou de compétences qui doivent être validées par les élèves, et les formes d'apprentissage peuvent être un peu différentes. Et donc on a fait tout un travail au niveau de la conférence des grandes écoles avec les organismes qui nous habilitent, eh bien, pour qu'on puisse prendre en compte en fait les particularités de certains de ces élèves-là. Donc voilà, donc c'est un travail de très longue haleine, c'est un travail en réseau, c'est un travail d'équipe. Alors on retrouve les valeurs du monde agricole très clairement là-dedans. Et le besoin aussi eh bien, de travailler ensemble les uns les autres pour permettre à ces élèves de rejoindre. Je voudrais juste citer par exemple un exemple d'un élève, on en parlait une minute là avant de démarrer le plateau, mais on a un de nos élèves aujourd'hui qui va sortir major de sa formation d'ingénieur. Lui, il avait choisi les agroéquipements, les nouvelles technologies. C'est un étudiant qui, quand il était au CM2, ne savait pas lire, ne savait pas écrire. Et donc c'est vraiment tout ce travail qui a été fait par les aidants, un environnement spécialisé, l'éducation, jusqu'à parvenir à nous et pour qu'aujourd'hui ce jeune devienne ingénieur. Voilà, donc je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille pour aussi donner des réussites, des beaux modèles, des exemples et donner envie à plein d'autres eh bien, de s'engager et pas de baisser les bras, quoi, voilà. Maxime, Romain? Exactement. Chercher des exemples, c'est certainement la meilleure façon de faire, d'en mettre en avant. Et dans tous les problèmes sociétaux qu'on a, on ferait mieux de les traiter par la mise en avant de ce qui marche plutôt que donner la parole à tous ceux qui dénoncent ce qui ne marche pas, parce que c'est très facile et puis on peut faire que ça.
justement montrer ce qui marche. Moi, je découvre à cette occasion, alors qu'Unilassal, je connais, j'ai Pourtant, tu recruté. connais, ouais. Ouais. Et je veux bien rencontrer cet étudiant. Il aura son diplôme en fin d'année, en septembre. Il a été diplômé, ouais. Ouais, ok. J'ai un autre point qui me vient quand on parle de réglementation, qui fait écho justement aux personnes que j'ai consultées pendant cette journée préparatoire pour donner un peu de contenu à notre échange. Et la personne qui fait la ferme pédagogique un peu inclusive, qui est un petit peu une pionnière en la matière, Aurore, elle me dit, c'est quand même un peu con, moi j'ai 6 poules pour les équipes de 4-5 enfants qui viennent, je suis soumise aux mêmes réglementations que si j'en avais 600 000 et que j'étais un élevage de poules, parce que je suis agricultrice et j'ai des poules. Peut-on faire preuve d'un petit peu de raison et de bon sens, parce que ça c'est quand même la grande valeur du monde agricole encore, et dans le handicap elle est utile, cette valeur de bon sens. Exactement, de se dire, est-ce qu'Aurore elle a besoin de répondre à des problèmes, à des obligations vétérinaires et réglementaires équivalentes. Et peut-être là encore, je reviens au rôle que peut-être les chambres pourraient avoir pour l'accompagnement de ces acteurs locaux et de leur dispositif local et de leur mise et de leur adéquation avec les problèmes de handicap et de rééducation qui peuvent être propres à la structure qui est la plus proche, aux 3-4 structures qui l'entourent. Donc, monsieur le ministre de l'Agriculture, si vous nous écoutez, il faut modifier la règle, il faut effectivement adapter pour les fermes pédagogiques, certainement, la règle et ne pas avoir la même que pour l'élevage en nombre. Il faut aussi, Sébastien Windsor, donc que tu connais, je crois, Sébastien. président donc, de Chambre d'Agriculture France, il faut justement peut-être saisir la balle au vol proposée par Romain, d'être à l'interface et de favoriser justement les échanges entre le monde du handicap et le monde agricole, et les chambres d'agriculture peuvent être un relais intéressant. Je me permets Ou de un soumettre acteur. cette idée, et parce que je les connais. c'est soumis. Et je trouve que ça incarnerait même plutôt bien leur rôle et leur valeur et leur mission. Et il faut soumettre, il faut proposer. Alors, en même temps, j'ai envie de dire, tu chantes. Oui, alors c'est pareil, là, c'est ma fille qui m'a fait m'y remettre parce que je chantais quand j'avais 20 ans, ça n'avait rien à voir. Et là, quand on a eu Faustine, j'ai eu envie de raconter, de faire sortir un peu mes émotions avec des chansons. Et donc j'ai écrit des chansons et j'en avais pas fait depuis 20 ans. Et ça m'a fait énormément de bien. Et ensuite, autour de ces chansons, j'ai mis un texte qui raconte l'histoire en fait, de l'arrivée du handicap parce que je voulais que les familles confrontées à ça puissent avoir aussi des témoignages qui leur fassent du bien, de comprendre comment on peut surmonter ça, comment on peut en faire quelque chose qui nous met en mouvement et qu'on sublime. Donc c'est un spectacle que j'ai déjà donné 2 fois à Paris et qui va se redonner cet été et encore plus tard. Au Divan du Monde. Voilà, au Divan du Monde. La prochaine, c'est 3000 personnes en Bourgogne cet été et il y aura à la rentrée un soir par semaine à Paris, c'est l'objectif pour jouer ce spectacle. Et comment t'expliques que ça marche, entre guillemets? C'est-à-dire que tu arrives à fédérer 3000 personnes. Écoute, là en l'occurrence, on m'a proposé cette scène où le public est déjà là, hein, je ne l'ai fait pas venir que pour moi, mais je pense que le spectacle, il touche par sa sincérité en fait. Et puis les témoignages de papa sur le handicap, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça permet aussi de... Voilà, et puis c'est un message qui est plein d'espoir, c'est un message qui permet d'aller au-delà des peurs qu'on peut avoir, des appréhensions qu'on peut avoir face à la différence, face au handicap, face à sa propre vulnérabilité qui nous fait peur et qu'on ne veut pas s'avouer. C'est un miroir de cette vulnérabilité qu'on regarde quand on regarde une personne en situation de handicap en fait. Et voilà, ce spectacle-là, il aide à sublimer tout ça. Et on ressort avec la pêche, donc je pense que c'est parce que voilà, c'est pas un truc où on va se regarder et s'apitoyer. Je dis pas que tout est facile évidemment, hein, mais c'est quelque chose dont on sort boosté en se disant ok, on est libre face à quoi qu'il nous arrive de choisir comment on réagit. Alors on va t'écouter, mais juste avant, est-ce que dans le cadre de l'opération Les Agriculteurs du Cœur, il va y avoir peut-être le handicap ici aussi au Salon de l'Agriculture? Et oui, puisque moi je suis en lien avec une association que j'ai soutenue par mon spectacle qui s'appelle l'OCH, Office chrétien des personnes handicapées, qui a monté une super initiative pour ses 60 ans qui s'appelle Ose la rencontre, où en fait des jeunes actifs vont rentrer en relation avec des personnes en situation de handicap, enfants ou pas, qui veulent réaliser un rêve. Et alors moi je suis allé sur la plateforme Ose la rencontre et j'ai vu qu'il y avait un dénommé Issa qui voulait rêver de devenir agriculteur. Et donc je t'ai appelé là et tu m'as dit il y a les agriculteurs du cœur, ils peuvent organiser ça, donc on a fait le lien. Et Aussi donc simple que ça. Issa il vient mardi Mardi. et il aura une visite VIP par le
le staff des agriculteurs handicap. Exactement, qui vont Mais c'est l'accompagner génial. partout pour découvrir ce qu'il veut découvrir. Et quelque part, je te laisse t'installer. On va finir l'émission avec toi, Maxime. Merci déjà. Juste, Romain, ça illustre ce que dit Maxime là, ça illustre les points de rencontre. Oui, tout à fait. Et Très simple. le fait qu'il y ait une sorte de tabou qu'il faut un petit peu et un abcès qu'il faut crever, parce que tous ceux qui sont concernés ont grand plaisir à en parler et à partager et à éduquer et à ouvrir des possibilités, des initiatives, à montrer que voilà, c'est pas parce que c'est dur qu'on se renferme. C'est pas parce que c'est violent que ça doit isoler. Au contraire, il y a des gens qui le vivent plus ou moins bien. Ceux qui arrivent encore à s'en sortir et à le vivre bien, construisons et faisons-le savoir. Ouais. Maxime, tu es prêt? Je suis prêt. Juste pour vous présenter la chanson très rapidement. Quand on a appris le handicap de notre fille, avec ma femme, on n'a pas réagi pareil, comme je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai tenté de sublimer ma souffrance dans l'action en créant Eloi, ma société. Ma femme, elle devait exprimer sa peine et sa souffrance. Quand on est confronté à un handicap en couple, c'est fréquent qu'on ne réagisse pas de la même manière. Cette chanson parle de ça. Et elle parle aussi de quelque chose qui nous a soutenus dans cette épreuve, quelque chose d'assez intime qui est notre foi. Et cette foi qui nous fait dire qu'on retrouvera notre fille au ciel et qu'elle sera comme nous. On t'écoute et je vous remercie. Je remercie Valérie et Romain et on t'écoute. Merci à vous. T'as un fast track pour le paradis, mon bébé, garde-nous un ticket. Tu seras très au-dessus de nous, mon bébé, toi qui parais blessé. Mais qui dedans pourtant est immaculé. Pas facile de l'accepter, notre altérité. Pourquoi n'est-il pas touché? Qu'a-t-elle à s'apitoyer? Une douleur plus cachée. Il faut bien avancer. Et une autre douleur, qui elle doit sortir, est exprimée pour pouvoir après repartir. On n'a pas réagi pareil, comme la lune et le soleil, différents par notre nature, mais c'est toi qui me fais luire. Dans la lueur t'as mis d'une eau, dans le noir que je broyais. La tristesse nous a touchés pourtant, on n'a pas coulé. On a pris l'eau ensemble, mais cette eau tu l'as bénie par ton amour qui nous porte dans la nuit. On s'abandonne pour se trouver, on se perd pour tout gagner. Ma dépendance à toi me rend plus fort. Avec notre bébé, à la vie, à la mort, on inversera les courants pour partir à l'aventure où il va falloir tenir. On n'est pas rend mais pas rendu sur ce chemin, mais on est deux quand on l'endure. Donne-moi la main. T'as un fast track pour le paradis, mon bébé, garde-nous un ticket. Tu seras très au-dessus de nous, mon bébé, toi qui parais blessé. Mais qui dedans pourtant est immaculé. Ne perdons pas le fil de notre amour pour trouver cette surface fragile, même dans les eaux troubles. Et je chéris cette foi qui nous unit, ce soutien infaillible qui nous porte au cœur de nos vies, qui nous fait dire qu'au ciel, notre fille on la retrouvera, si elle sera là comme toi et moi, qu'enfin elle nous parlera.
T'as un fast track pour le paradis, mon bébé. Garde-nous un ticket. Tu seras très au-dessus de nous, mon bébé. Toi qui parais blessé, mais qui dedans pourtant est immaculé.